Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de 20 milieux sous les mers. Il s'agit d'un roman d'aventure de Jules Verne paru en 1869 et en 1870. En 1866, on rapporte des dires sur un phénomène particulier. Un monstre inconnu serait dans les mers. Il serait énorme, fusiforme, rapide et quelquefois phosphorescent. On estime sa taille à 350 pieds. De nombreux bateaux ont eu leurs coques cassées et on accuse le monstre d'en être la cause. Il y a deux opinions sur le sujet. La première est que l'on aurait affaire à un monstre. La seconde opinion veut qu'il s'agisse d'un bateau sous-marin construit par le gouvernement, mais cela semble peu probable et la plupart des gens se rabattent sur la première opinion. Le narrateur, qui s'appelle le professeur Aronnax, passe à New York. On lui pose des questions sur le monstre car il apparaît comme un connaisseur des créatures sous-marines. Il pense qu'il s'agit d'un narval géant. À New York, il y a un bateau nommé l'Abraham Lincoln qui va poursuivre le monstre. On invite le professeur Aronnax à venir sur le bateau. Il accepte de venir. Il emmène avec lui Conseil, son domestique. Le bateau se dirige là où l'animal a été vu la dernière fois. Sur le bateau, il y a un harponneur hors pair qui s'appelle Ned Land. Il a du mal à croire à l'existence du narval. Il va même jusqu'à dire que la coque trouée d'un bateau n'est pas vraie. Ils sont longtemps sans trouver le monstre. Les marins en ont assez de ces longs mois passés en mer sans rien trouver, et ils demandent au capitaine de rentrer chez eux. Peu de temps après, Ned Land voit l'animal. Aronnax pense qu'il s'agit d'un narval lumineux et il estime sa taille à 250 pieds. Le bateau se lance dans une chasse-poursuite avec l'animal qui ne se fatigue jamais. Des boulets sont lancés sur l'animal. Ned Land lance son harpon. Le bateau reçoit un choc et Aronnax tombe dans la mer. Conseil a sauté à la mer pour rejoindre et aider son maître. Ils arrivent tous deux sur le monstre qui est une machine en tôle d'acier. Ned est également dessus. Des hommes sortent de la machine et les entraînent à l'intérieur. Ils sont tout d'abord enfermés dans une cabine où ils mangent. Ils lisent la devise du bateau, Mobilis in mobile, autrement dit mobile dans l'élément mobile. Cette devise est accompagnée de la lettre N. Les trois prisonniers s'endorment. Ned Land est énervé de son enfermement. Quand un homme arrive, Ned lui saute dessus. Aronnax et Conseil tentent d'éloigner Ned Land de cet individu. Cet homme est le commandant, il s'appelle Nemo. Il a rompu avec la société pour on ne sait quelle raison. Nemo leur dit qu'ils seront libres dans le sous-marin, mais ils ne pourront pas se sauver. Ils prennent un repas avec Nemo qui leur révèle que tous les aliments proviennent de la mer. Nemo propose à Aronnax de lui faire visiter le Nautilus. Aronnax accepte. Nemo possède une grande bibliothèque et une importante collection d'animaux de mer. Nemo le fait entrer dans sa chambre et il lui fait voir ses instruments pour la navigation. Nemo explique à Aronnax le fonctionnement du Nautilus qui fonctionne grâce à l'électricité. Nemo a pris différents éléments du Nautilus un peu partout dans le monde et c'est lui qui l'a construit. Le Nautilus peut ouvrir certaines de ses parois et faire place à des vitres. Les prisonniers peuvent ainsi regarder les fonds océaniques. Conseil parle de la classification des animaux qu'il connaît par cœur. Ned Land, lui, connaît les animaux non pas par la théorie, mais par la pratique. Les prisonniers ne voient pas Nemo durant quelques jours. Puis Aronnax reçoit une invitation. Nemo invite Aronnax et ses compagnons à une partie de chasse dans l'île Crespo, qui se situe dans les fonds marins. Ils y vont grâce à des scaphandres et à des fusils spéciaux. Aronnax est impressionné par la beauté des fonds marins. Au fond de la mer, ils s'endorment. Quand Aronnax se réveille, une araignée de mer d'1 mètre de haut est à proximité. Elle est abattue. Ils reviennent vers le Nautilus. Une loutre de mer et un albatros sont tués. Nemo fait coucher Aronnax sur le sol afin de l'empêcher d'être repéré par un couple de requins. Il tombe sur une épave récemment coulée où les corps des personnes décédées n'ont pas encore commencé à se décomposer.
Quelques jours après Noël, Nemo apparaît après une longue absence et annonce à Aronnax qu'il se dirige vers l'île de Vanikoro, site de deux naufrages célèbres concernant les corvettes la Boussole et l'Astrolabe, dirigées par le capitaine La Pérouse. Nemo sait exactement comment se sont déroulés les naufrages. Quand ils arrivent sur le site, Nemo sort une petite boîte qu'il a récupérée sur une des épaves. Elle contient les ordres originaux du ministre de la Marine, annotés par Louis XVI. Aronnax, Conseil et Ned Land obtiennent le droit d'aller sur le sol d'une île après avoir demandé l'autorisation à Nemo. Ils y vont dans le but de ramener de la nourriture terrestre à bord du Nautilus. Ils ramènent des noix de coco, des fruits de l'arbre à pain, des fruits et des légumes. Ils repartent pour chercher de la viande. Ils réussissent à avoir un paradisier, un cochon des bois et des kangourous. Ils pensent rester sur l'île et fausser compagnie à Nemo. Cependant, ils sont attaqués par des sauvages qui leur lancent des pierres et des flèches. Les trois hommes arrivent à s'enfuir et à revenir au Nautilus. Le capitaine n'a pas l'air d'être apeuré par les Papouas. Ils essaient d'entrer dans le sous-marin, mais Nemo a électrifié une rampe, ce qui fait partir les intrus. Nemo semble tracassé par quelque chose à l'horizon. Aronnax prend une longue vue, mais il n'a pas le temps de voir ce qu'il se passe car Nemo la retire de ses mains. Au repas, Aronnax et ses compagnons ont pris, sans s'en rendre compte, un soporifique. Quand Aronnax se réveille, Nemo lui montre un de ses hommes blessé à la tête et il lui demande de le soigner. L'homme meurt. Nemo emmène le groupe dans une forêt de corail. Le corps est enterré. Aronnax parle des poissons divers et variés qu'il voit à travers les vitres du Nautilus. Il y a des rencontres avec des argonautes et des squales. Au golfe du Bengale, ils découvrent des corps humains. Ils observent une mer de lait. Nemo propose une partie de pêche à la perle dans le golfe de Ceylan. Dans une grotte, il voit une perle énorme, qu'Aronnax estime à 10 millions de francs. Cette énorme perle est déjà connue de Nemo et il n'y touche pas car il veut la voir grossir. Sous l'eau, il voit un Indien pêchant des perles. Cet homme est attaqué par un squale. Nemo et Ned Land tuent l'animal. Nemo ramène l'homme à son canot et il le ranime. Nemo lui donne un sachet de perles. Les hommes entrent au Nautilus. Nemo révèle qu'il a aidé cet homme car il est un opprimé tout comme lui. Le Nautilus passe par la mer Rouge et il cherche à atteindre la mer Méditerranée. Nemo connaît un passage sous la mer qui permet de relier la mer Rouge à la mer Méditerranée. L'isthme de Suez n'était pas encore percé à ce moment-là. Il rencontre un dugong d'environ 7 mètres. Ned Land le chasse. L'animal lui donne du fil à retordre, mais Ned parvient à ses fins. Ned Land veut s'enfuir maintenant qu'il s'approche de l'Europe. Aronnax raconte qu'il le suivra quand Ned décidera du moment de leur fuite. Il voit un homme, c'est un plongeur qui est une connaissance du capitaine. Aronnax se rend compte que Nemo possède des lingots d'or dans un coffre. Des hommes de Nemo en prennent une partie pour les emmener on ne sait où. Les prisonniers se demandent d'où vient cet or et qu'est-ce que Nemo en fait. Ned Land veut s'enfuir cette nuit car les côtes espagnoles ne sont pas loin, et Nemo la nuit est dans sa chambre. Aronnax est triste de quitter le sous-marin car Nemo les a très bien accueillis et car il aurait voulu voir les fonds marins de l'Atlantique. Il visite pour la dernière fois le Nautilus. La chambre de Nemo est ouverte. Aronnax entre dedans et Nemo n'y est pas. Nemo finit par trouver Aronnax. Il lui parle de l'histoire d'Espagne et des nombreux bateaux qui ont coulé. Nemo va chercher grâce à son sous-marin les trésors des bateaux coulés. C'est ce qui explique sa richesse. Nemo ne garde pas les trésors pour lui, mais il les donne aux peuples réprimés ou aux individus malheureux. Nemo invite Aronnax à une sortie sous-marine de nuit. Aronnax suit Nemo pendant une longue marche. Ils arrivent à un cratère sous-marin qui rejette de la lave, ce qui permet de voir de nuit même sous l'eau. Non loin se trouve l'Atlantide, qui se situe entre l'Afrique et l'Amérique. Aronnax ne peut pas visiter cette ville engloutie par manque de temps. Ils reviennent au Nautilus. Ils entrent dans un volcan éteint qui forme un lac à l'intérieur de l'océan. Les trois prisonniers se promènent à l'intérieur. Ils trouvent une ruche et en tirent du miel. Ils sont surpris par la marée et ils rentrent dans le Nautilus. Du sous-marin, ils observent certains poissons, des chiens de mer ou encore des squales.
Le Nautilus descend à une profondeur de 16 000 mètres. Nemo photographie cette région sous-marine. Il voit un banc de baleines, Ned veut les harponner. Nemo n'est pas d'accord, car le Nautilus n'a rien besoin de la baleine et car les baleines ont déjà trop d'ennemis et à cause de cela, elles vont finir par disparaître. Une bande de cachalots arrive et vont tuer les baleines. Nemo décide de s'en prendre aux cachalots car il pense qu'ils sont malfaisants. Il en tue plusieurs et l'eau de la mer devient rouge. Ned Land remarque lui-même qu'il s'agit d'un massacre. Le Nautilus arrive vers le pôle sud. Il passe en dessous de la banquise car Nemo veut arriver exactement au pôle sud. Il croise des morses, des phoques et des pingouins qui n'ont pas peur des hommes car sûrement qu'ils n'en ont jamais vu. Nemo arrive le premier au pôle sud, il y plante son drapeau et il considère qu'il lui appartient. Le Nautilus repart, mais il est piégé sous la glace. Ils ont tout intérêt à remonter rapidement à la surface car ils risquent de manquer d'air. Les membres de l'équipage creusent avec des pioches la glace. Nemo a ensuite l'idée d'utiliser de l'eau bouillante afin d'éviter la congélation du Nautilus. Le manque d'air rend les hommes de plus en plus faibles. À l'extrême limite, le Nautilus parvient à remonter à la surface et à se remplir d'air. Ils arrivent ensuite dans le golfe du Mexique. La conversation tourne autour des krakens. Conseil y croit, Ned Land non. Aronnax y croira que quand il en aura sous les yeux. Aronnax raconte les différentes histoires qu'il a entendues à propos des calmars géants. De la vitre, ils aperçoivent un calmar de 8 mètres de longueur, puis ils en voient plusieurs. Ces calmars empêchent le Nautilus de bien fonctionner. Il faut remonter le Nautilus et Nemo veut les abattre. Les hommes sont attaqués par les calmars. Ils s'en débarrassent avec des haches et Ned se sert de son harpon. Un compagnon de Nemo a été attrapé avec un bras de calmar et il est entraîné sous l'eau. Nemo est triste de la disparition d'un de ses hommes. Le Nautilus entre dans le Gulf Stream. Le groupe des 3 prisonniers veut tenter de s'échapper car les États-Unis ne sont pas loin. Malheureusement, à cause des intempéries, ils doivent reporter leur projet. Ned Land propose à Aronnax de demander à Nemo leur liberté. Aronnax se rend dans la chambre du capitaine qui travaille sur un manuscrit. Emballé dans un conteneur étanche, il sera libéré dans l'océan par le dernier membre survivant du Nautilus. Aronnax pose la demande de Ned à Nemo. Nemo refuse. Il rencontre le câble électrique qui permet de faire passer des messages entre l'Europe et les États-Unis. Nemo montre à Aronnax une épave de bateau français qui s'appelait le Vengeur. Les marins français ont préféré détruire le bateau plutôt que de se faire prisonniers face aux Anglais. Le Nautilus rencontre un navire de guerre. Le navire tire sur le sous-marin. Les prisonniers pensent profiter de la présence de ce bateau pour monter dessus et s'échapper. Nemo veut faire couler le bateau grâce à son Nautilus. Effrayé du comportement de Nemo, Aronnax décide de s'enfuir du Nautilus avec ses 2 compagnons. Cependant, le sous-marin s'enfonce dans l'eau et attaque le bateau par le dessous. Le bateau coule et cela choque Aronnax. Ned Land propose une fuite car les terres sont proches. Aronnax entend l'orgue de Nemo. Ils partent tous les 3. Ils se rendent compte qu'il y a de l'agitation à l'intérieur du sous-marin. Ils comprennent qu'ils font face à un maelstrom. Aronnax est projeté et il perd connaissance. Aronnax s'éveille dans une chambre de pêcheur sur une île de la Norvège, avec Conseil et Ned Land. Il ne sait pas ce qu'il est advenu du Nautilus et de Nemo. Ils sont de nouveau libres 10 mois après le début de leur séjour sur le Nautilus. Le roman comporte de nombreuses scènes et pourtant celle qui a le plus retenu l'attention des individus est celle des calmars géants. C'est cette image qui revient le plus en couverture. Le roman comporte beaucoup de noms d'animaux, de degrés de latitude et de longitude, de noms d'éléments techniques. Tout cela est sûrement dû au fait que l'histoire nous est contée par Aronnax. L'histoire aurait été racontée par Ned Land, nous aurions eu certainement moins d'éléments scientifiques et techniques et plus de descriptions liées seulement au côté visuel. Aronnax possède des connaissances similaires à Nemo et c'est sans doute pour cela que les 2 hommes paraissent proches. Du moins Nemo paraît plus proche d'Aronnax que de Ned Land ou de Conseil. Ned Land est un homme dont le savoir est basé sur la pratique et Conseil sur la théorie. Cependant Conseil ne sait faire qu'une seule chose, classer les animaux, et il ne prend jamais de recul.
Les deux prisonniers, quand ils ont une demande à faire à Nemo, ne lui demandent pratiquement jamais directement, mais ils passent par le biais d'Aronnax. Nemo et Aronnax ont des connaissances communes, cependant Nemo dépasse Aronnax. Il lui arrive de faire des reproches à Aronnax car il ne possède pas autant de connaissances que lui. Il s'attend à ce qu'Aronnax ait des connaissances dans plusieurs domaines, par exemple dans le domaine de l'histoire, qui est un domaine assez éloigné du métier d'Aronnax. Au moment de la sortie du livre, celui-ci comportait des éléments incroyables. L'histoire débute en 1866 et le premier sous-marin opérationnel a été construit qu'en 1887. Le canal de Suez a été construit entre 1859 et 1869. Le pôle Sud n'a été atteint qu'en décembre 1911. Bien entendu, maintenant, tous ces éléments nous paraissent désuets. À la fin du livre, Nemo reste un personnage flou. Quel est son vrai nom? Pourquoi déteste-t-il autant les hommes? Pourquoi coule-t-il des bateaux? Pourquoi paraît-il si ému devant certains événements et terriblement mécontent devant d'autres? D'où provient son équipage? Pourquoi a-t-il laissé les 3 prisonniers en vie? A-t-il survécu au maelstrom? Nous savons seulement de lui qu'il a environ 45 ans, qu'il possède une connaissance étendue sur divers domaines, qu'il est ingénieur, qu'il parle au moins 4 langues, qu'il possède une grande bibliothèque et une impressionnante collection d'animaux de mer, qu'il a sûrement eu une femme et 2 enfants, que c'est un homme froid qui peut montrer ses sentiments quand quelque chose le touche, mais cela reste rare, qu'il protège toujours ceux qu'il a décidé d'aider et qu'il est capable du pire pour les individus ou les animaux qu'il déteste. Voici la conclusion de ce voyage sous les mers. Tout ce qui se passa pendant cette nuit, comment le canot échappa au formidable remous du maelstrom, comment Ned Land, Conseil et moi nous sortîmes du gouffre, je ne saurais le dire. Mais quand je revins à moi, j'étais couché dans la cabane d'un pêcheur des îles Lofoden. Mes 2 compagnons, sains et saufs, étaient près de moi et me prenaient les mains. Nous nous embrassâmes avec effusion. En ce moment, nous ne pouvons songer à regagner la France. Les moyens de communication entre la Norvège septentrionale et le Sud sont rares. Je suis donc forcé d'attendre le passage du bateau à vapeur qui fait le service bimensuel du Cap Nord. C'est donc là, au milieu de ces braves gens qui nous ont recueillis, que je revois le récit de ces aventures. Il est exact. Pas un fait n'a été omis, pas un détail n'a été exagéré. C'est la narration fidèle de cette invraisemblable expédition sous un élément inaccessible à l'homme et dont le progrès rendra les routes libres un jour. Me croira-t-on? Je ne sais pas. Peu importe après tout. Ce que je puis affirmer maintenant, c'est mon droit de parler de ces mers sous lesquelles, en moins de 10 mois, j'ai franchi 20 000 lieues, de ce tour du monde sous-marin qui m'a révélé tant de merveilles à travers le Pacifique, l'océan Indien, la mer Rouge, la Méditerranée, l'Atlantique, les mers australes et boréales. Mais qu'est devenu le Nautilus? A-t-il résisté aux étreintes du maelstrom? Le capitaine Nemo vit-il encore? Poursuit-il sous l'océan ses effrayantes représailles ou s'est-il arrêté devant cette dernière hécatombe? Les flots apporteront-ils un jour ce manuscrit qui renferme toute l'histoire de sa vie? Saurai-je enfin le nom de cet homme? Le vaisseau disparu nous dira-t-il, par sa nationalité, la nationalité du capitaine Nemo? Je l'espère. J'espère également que son puissant appareil a vaincu la mer dans un gouffre le plus terrible, et que le Nautilus a survécu là où tant de navires ont péri. Si l'on est ainsi, si le capitaine Nemo habite toujours cet océan, sa patrie d'adoption, puisse sa haine s'apaiser dans ce cœur farouche. Que la contemplation de tant de merveilles éteigne en lui l'esprit de vengeance, que le justifié s'efface, que le savant continue la paisible exploration des mers. Si sa destinée est étrange, elle est sublime aussi. Ne l'ai-je pas compris par moi-même? N'ai-je pas vécu 10 mois dans cette existence extranaturelle? Aussi, à cette demande posée, il y a 6 000 ans, par l'Ecclésiaste, qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme? 2 hommes, entre tous les hommes, ont le droit de répondre maintenant, le capitaine et moi.